la légitimité d'un chef, c'est pas de savoir, mais permettre. C'est un principe de bon sens paysan qui le décrit bien, c'est faire en sorte que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. On est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Hello les amis, soyez les bienvenus pour un nouvel entretien, un entretien au long cours. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir François Bert. Il est écrivain, romancier, c'est surtout un ancien officier de la Légion étrangère et aujourd'hui, il forme, il coach beaucoup de personnes sur la question du leadership, sur la question du fait d'être chef. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo, ça m'aide à nous développer. Si vous souhaitez aussi soutenir financièrement la chaîne, nous vous mettons dans la description un lien vers une campagne de dons LOASO. Les dons que vous faites sur cette campagne sont déductibles de vos impôts, ils sont défiscalisables. En faisant ça, vous m'aidez énormément à me développer, vous me permettez aussi d'aller sur le terrain, d'aller vous filmer des gros reportages documentaires au plus près du patrimoine de France et d'Europe. Ça m'aide beaucoup, je compte sur votre soutien, merci beaucoup. Place à l'entretien, c'est parti avec François Bert. Bonjour François Bert. Bonjour Henri. Quel plaisir de te recevoir ici. Pareil. Ça fait un Excellent. moment qu'on en parle de cette discussion, je suis vraiment très heureux de t'accueillir. Alors François, il faut quand même que je te présente à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. Tu es ancien officier de la Légion étrangère, officier parachutiste même. Tu es aujourd'hui auteur et romancier. On a tes 4 livres ici aujourd'hui avec nous. On en parlera pendant notre entretien. Mais tu es aussi conférencier et formateur et tu as accompagné beaucoup de grands chefs d'entreprise dans la prise de décision, etc. Et aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est parce qu'on va parler de ton parcours, de ce que tu fais et aussi de ta vision du leadership. Alors, je ne sais pas s'il y a un bon équivalent du mot leadership en français, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu en as un. Vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait, moi je fais justement la distinction entre leader et chef. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que c'est très intéressant, c'est que le leader, c'est quelqu'un qui est automoteur, qui sait entraîner les gens. Ok. Mais dans ce cas-là, tu prends De Gaulle, Sarkozy, Napoléon. Ouais. Ou chez les femmes, tu prends Marie Curie, Simone Veil, Thatcher. Ça fait 6 leaders. Et ça, Mais mais dedans, pour toi, c'est pas des chefs. ils ne sont pas forcément chefs. Ok, bah c'est hyper intéressant. Il y a des leaders chefs, il y a des leaders pas chefs, il y a des chefs pas leaders. Ok, on va approfondir tout ça, François. Mais juste quand même, pour que ceux qui nous écoutent te connaissent un peu mieux, je t'ai demandé d'apporter 2 objets avec toi. Alors, tu as pris 2 petits objets. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous expliquer ce que ça veut dire pour toi, et puis on en profitera pour raconter ton histoire, tout ça. Pratique. Clairement, d'abord, l'insigne que vous voyez ici. Donc, c'est ça, hein. C'est Tu me permets, je peux le prendre? Oui, vas-y, je t'en prie. C'est l'insigne de la promotion capitaine de Catlino. C'est très joli. Ça a 2 sens pour moi. C'est que cet insigne collector, voilà, c'est la promotion. En fait, il y a une promotion de Saint-Cyr qui porte le nom de mon grand-père, le capitaine Gérard de Catlino, qui est mort à 36 ans de manière héroïque en sauvant un de ses subordonnés et tout en continuant à commander le feu. Donc ça a forcément énormément marqué mon histoire, ma mère ayant été orpheline à 8 ans, etc. Ah oui. Sa mère, ma grand-mère, quelqu'un d'exceptionnel qui a aussi beaucoup marqué mon enfance. Donc il y a à la fois la filiation maternelle et derrière, capitaine de Catlino, il y a toute la généalogie vendéenne jusqu'à Jacques Catlino. Exactement, moi j'ai lui en tête. Voilà, et donc j'ai la chance d'être descendant direct de Jacques Catlino. Et donc quand on commence la vie avec cet héritage, difficile de ne pas avoir les épaules. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être moyen. Et donc ça a énormément de sens parce que forcément on s'inscrit dans une filiation et tout l'enjeu, on pourra en parler, c'est de pérenniser ça, mais pour moi sans être dans une transmission copier-coller idiote, en l'actualisant par rapport aux défis de notre temps et garder cette transmission actuelle et pertinente par rapport au sujet du temps. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que ça, tu en as eu conscience vraiment que tu étais jeune, ou c'est quelque chose qui a mûri avec ton parcours, ou vraiment par ton éducation dès ton adolescence, tu t'es dit tiens, il faut que je sois au taquet, il faut que je sois à la hauteur, ou alors c'est... Ça a mûri dans le temps, pour en parler, c'est-à-dire que je pense que pour plein de raisons, ça ouvre encore plein d'autres portes, je me suis construit à 200% dans la volonté. C'est-à-dire que toute mon enfance, c'était tu n'as pas le droit d'être juste bon, tu dois être à la hauteur de quelque chose d'exceptionnel, de rare, d'au-dessus, avec le double pendant, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui amène à une très forte exigence qui est favorable, mais la contrepartie, c'est que ça amène à une posture assez orgueilleuse aussi, où on ne se conçoit pas sans trébuchement. Sauf que c'est les trébuchements aussi qui nous construisent et qui nous rendent sauvables au passage. Vous voyez, donc ce côté de correspondre tout le temps,
on va revenir au sujet du discernement. Le sujet de correspondre toujours à cette image a quelque chose d'assez dangereux pour moi parce que correspondre, c'est pas vivre. OK. Donc c'est en apportant cet insigne avec toi, c'est pour dire: «Je suis l'héritier de quelque chose, ça m'engage à quelque chose, mais à moi de tracer ma route». À moi de tracer ma route et surtout, entre guillemets, la loyauté n'est pas une finalité. La loyauté, elle doit être en tout cas par rapport à une mission qui bouge et non pas par rapport à une image, de papier glacé. Et glacé, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est froid et c'est définitif. Et Oui. donc tout mon enjeu, le discernement, c'est d'actualiser sans cesse mes enjeux et de me battre aujourd'hui dans les combats contemporains de la bonne façon. Et en restant aussi ce que je suis, on a tous un talent et l'idée c'est de servir les causes qui sont les nôtres avec notre talent propre. OK. OK, mais ça me fait une transition parfaite, je crois, avec ton deuxième objet que tu as apporté. Voilà, et donc et juste pour finir, c'est aussi pour moi, c'est un insigne de Saint-Cyr. J'ai eu la chance de faire cette Ah merveilleuse bah oui, école oui. et donc en fait, j'en ai 2 pour le prix d'un là. Et donc Saint-Cyr m'a aussi beaucoup marqué, parce que, reste quand même à Saint-Cyr, une grâce particulière, une jeunesse encore qui est capable, d'être pendant un certain temps, après, les effets de carrière le rattraperont, mais sans calcul, avec un degré de camaraderie, un degré d'engagement, une certaine forme de pureté dans le geste que j'ai rarement retrouvé ailleurs. Voilà, si on a le temps, je pourrais OK. lire un Oui, petit texte oui, là-dessus. parce que Mais Saint-Cyr, ouais, tu dur là, tu portes déjà un jugement dur sur la carrière militaire. ah, après, c'est marrant, mais il y a 2 jours, je dînais avec un pote de promo et on me faisait ce constat-là. Il y a quand même, dans une promo de cire, une quantité de bons mecs incroyable. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai fait des réunions de promo, j'étais bluffé, moi, par la densité de gens de qualité que j'ai vus. Donc je ne remets pas en cause ça. Après, certains peuvent se faire, embarquer par la carrière. Dans l'armée, de manière générale, ça peut être un biais. Mais mon premier propos, c'est de dire: OK, «Il y a dans une promo OK. de Saint-Cyr Oui, oui. une concentration de bons mecs incroyable». Et toi, tu as fait Saint-Cyr. Donc Saint-Cyr, c'est une formation pour devenir officier dans l'armée française. Oui, C'est la formation, un peu la grande porte. oui, C'est combien d'années? C'est 3 ans? c'est 3 ans, ouais. OK. Et quel est un peu l'objet de la formation à Saint-Cyr? Alors, sachant que ça a pas mal évolué depuis, mais ce qui est assez intéressant, parce que maintenant c'est segmenté de manière différente, mais à mon époque, il y avait 1 an pur militaire et 2 ans d'académique entremêlés de stages militaires. OK. Voilà. Ce que je trouvais très intéressant, je le dis ça à destination de pas mal d'autres grandes écoles, c'est que quand tu réussis Saint-Cyr, que tu as un melon comme ça, rassure-toi, les 3 Ouais. premières semaines, en fait, on t'apprend que tu n'y connais rien comme militaire. Donc tu as 3 semaines où tu dors, ça a pas mal bougé aussi, mais à l'époque, c'était 2 heures, tu dors 2 heures par nuit pendant 3 semaines, d'affilée, donc ça te permet d'être bien mobilisé ce qui est très intéressant, c'est que justement, le premier effet de Saint-Cyr, c'est de te ramener au fait que militairement, c'est rien. Tu vas tout apprendre, tu vas commencer petit et puis tu vas apprendre la solidarité. Un des premiers effets aussi, notamment, c'est le rapport au groupe. C'est-à-dire qu'il y a des exercices qu'on fait un peu dans ces moments-là, qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que, notamment de se changer vite, de faire son lit, comme on Ouais, fait à l'armée, quoi. ouais, les lits en batterie, les Mais machins de celui ça, qui ouais. arrive tout fier parce qu'il a réussi le premier, il se fait défoncer. Pourquoi? Parce que lui a fini, pas ses potes. Pourquoi tu es là alors que tes potes n'ont pas fini? Je vois bien le truc vicieux où en fait, tu aurais dit: «Trace ça, trace ça, trace ça» et en fait, tu t'es tracé et en fait, tu as quand même Non, tort. alors ce ne sera pas forcément vicieux, mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui est dans le résultat individuel, on lui fait comprendre tout de suite que son résultat individuel décorrélé de la Ouais, force du groupe, ça ne sert à rien. Et donc OK. son premier souci, plutôt que de montrer qu'il est premier de la classe dans l'exercice de base, c'est plutôt d'avoir souci des autres pour que l'exercice aboutisse collectivement. Ce qui est amusant, c'est que dans l'imaginaire collectif, en tout cas moi j'ai cet imaginaire-là, Saint-Cyr c'est le casoar, c'est les grands uniformes qui claquent, ces grandes soirées, ces grands spectacles où on voit, en pleine nuit, le soir, tous ces jeunes hommes alignés, machin et cetera, il y a une partie de la soirée où ils sont à genoux, si je me souviens bien, enfin, Bien sûr. c'est un peu ce décorum-là, un peu cette image qu'on a de Saint-Cyr, une espèce d'école, une élite, pour la jeunesse qui est destinée à être officier et qui est nourrie un peu de, je sais pas comment dire, d'un d'un symbole, mais d'une esthétique. Tu vois Clairement. ce que je veux dire ou pas? Il y a Est-ce que clairement pour toi, cette esthétique, elle joue énormément aussi dans la formation? elle joue, mais elle a d'autant plus de valeur qu'elle est trempée
pas encore dans l'encre du sang, pour certains de mes camarades, si, hein, et j'ai des camarades qui ont été blessés au combat, etc. Mais dans l'encre, en tout cas dans l'encre de la sueur, c'est-à-dire que c'est pas une esthétique surfaite et gratuite. Maintenant, je sais que maintenant ils ont le Grand U un peu plus tôt, mais c'est pas le sujet. Moi, c'était au bout d'un an, quasiment au bout d'un an et 3 mois qu'on avait le Grand Uniforme, donc on avait vraiment le temps de le désirer. Et pendant un an, on en bave avant de l'avoir. Donc il y a vraiment une culture du fait que c'est pas un uniforme d'appartenance acquise, c'est un uniforme chèrement mérité dont on sait le prix et le poids. Et même Ok. toutes les traditions, une partie secrète, non, il y a une partie qui reste entre nous, on va dire, mais qui n'est pas secrète, mais même la remise du grand uniforme, elle se fait par petites étapes qui ont énormément de sens, hein. Et notamment, je pense à une séquence où on entend la litanie, avant d'avoir la totalité, hein, du grand uniforme, on entend la litanie de tous les morts pour la France depuis la fondation de Saint-Cyr. Donc Et, on sait ce qu'on revêt. et pour toi, justement, ces symboles, cette esthétique, ces rituels-là, c'est quoi leur but? Enfin, qu'est-ce qui manifeste dans le fond? Pourquoi on a besoin de ça? Parce que, alors c'est très intéressant. Je pense qu'il y a au moins 3 choses. Il y a un côté, d'appartenance, c'est-à-dire que Oui. le fait de sentir encore une fois que, on procède, de générations, à qui on doit beaucoup parce que pour être vivant et pour avoir pu continuer et même pour avoir notre niveau d'excellence, dans le métier des armes, comme dans le métier de commandement, on le doit aussi parce que des générations s'y sont escrimées et ont transmis. Et donc on se met dans une filiation. Et donc, premier sujet pour moi, l'appartenance. Ok. Hem, le deuxième sujet, c'est, comment dire? Pas l'appartenance en termes de rapport aux générations précédentes, au collectif, mais c'est deuxième degré d'appartenance, c'est l'appartenance à l'État. On va dire, on revêt l'habit de la fonction. C'est-à-dire que, comme un religieux prend l'habit de sa fonction, un soldat prend l'habit de sa fonction. C'est-à-dire que quand il Ok. s'habille en soldat, il prend l'habit de la France. Donc en fait, C'est-à-dire tu t'appartiens plus vraiment. bah, en tout cas, tu as un mandat. Voilà. Et Ok. tu as un deal qui fait que, ben, à partir du moment où tu revends un uniforme, la nation peut disposer de toi. Et donc, voilà. Donc là-dessus, dès le départ, ça pose les choses. Et il y a pas d'or sans sang, enfin, entre guillemets. Vous voyez, Hmm. euh, s'il y a autant de décorum, c'est que on valorise quelque chose qui peut potentiellement être sacrifié aussi. Donc ça mérite une forme d'honneur, mais c'est un honneur à tenir. Ouais, ouais. Et Ok. le troisième sujet qui est spécifiquement saint-cyrien, qui est lié au casoar et qui serait long d'expliquer, c'est il y a un culte à Saint-Cyr de ce qu'on appelle le panache, qui est cette espèce d'esprit, alors que décrit très bien Cyrano. On va arriver au petit texte si vous voulez, mais Ouais. si tu veux, le panache, c'est ce côté frissonnant, ce côté décalé, cette espèce d'insolence qui fait que, quelles que soient les circonstances, on trouve toujours moyen de rebondir, de trouver le côté positif, de ne pas se laisser abattre, de rire de la difficulté, de ne pas se prendre au sérieux. C'est ça la jeunesse saint-cyrienne. Et pour moi, j'espère que ça sera toujours cultivé, parce que dans les moments tragiques, c'est cette jeunesse saint-cyrienne qui fait la différence, parce qu'elle est inventive, parce qu'elle est audacieuse, parce qu'elle a une folie utile. Ouais, ouais. Je te connais un peu, François, je le connais un petit peu depuis un petit moment. On s'est rencontrés notamment grâce à un de tes livres que tu as écrit, mais je sais que tu es un peu poète sur les bords et tu as écrit un texte sur Saint-Cyr. Ouais. Là, je veux bien que tu nous le lises. Alors, On je l'avais commence préparé, on fort là quand même, commence dans le hein. dur. On On commence dans n'a le dur. toujours pas vu le truc. Alors, l'idée, c'est ça. L'esprit saint-cyrien, c'est l'insolence du sourire, le détachement amusé de ce qui plombe l'enthousiasme, le choix heureux, têtu, inconscient, volontaire et fou de voir le lumineux dans le plus noir brouillard, la joie dans la bagarre, le drôle dans l'absurde, l'engageant dans le repoussoir. C'est l'inaltérable jeunesse qui tombe et se reprend, mais ne sait pas se rendre. L'enfant qui rit encore, par choix d'adulte, dans la boue, le sang et la mort. Tant ont déjà si bien écrit sur le panache, inégalablement rostant chez Cyrano, mais les mots manquent encore à évoquer assez la griserie sans fin de l'esprit d'aventure, c'est là le casoir, hein, virevoltante comme les plumes rouges et blanches d'un casoir au vent du soir. Saint-Cyr a donné un habit et un souffle à ce qu'il y a de plus irréductiblement français. Le courage des preux,
la foi des généreux, l'élégance des sobres. Il y a une sobriété splendide dans cet uniforme saint-cyrien. Il y a du Saint-Cyrien dormant au cœur de tout Français. Voilà, c'est ça mon texte. C'est très beau. Ouais. C'est très beau. Ok, là, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans Ouais. ce concentré des 3 dimensions de générosité, de courage et d'élégance, il y a quelque chose de singulièrement français. Je pense que Saint-Cyr porte ça. C'est hyper intéressant. Ok, deuxième objet que tu tiens dans la main Voilà, depuis tout à l'heure. depuis tout à l'heure. Donc ça, seuls les initiés comprendront. Ça, c'est le scratch que portent tous les paras derrière leur casque. Ok, parce que tu as été parachutiste. Donc j'ai eu la chance effectivement d'être para au 2e rep à Oui. Calvi. Et au fait, chaque para porte ça. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a sauté au sol, on doit se réarticuler. Donc on doit se trouver un point de ralliement pour la mission future après avoir sauté. Et pour y voir clair, en fait, tout est mentionné sur le casque pour que le légionnaire qui vient de sauter sache immédiatement où est sa avec section, qui il est, ok. où est sa Ouais. compagnie, etc. Ouais. Et donc là, 2e rep, rouge, 2e compagnie, 1, première section. Donc, j'ai la chance d'être, c'est mon indicatif, rouge unité, c'est-à-dire chef de la première section de la 2e compagnie, 2e rep. Ok. Et ça a du sens pour ce que j'ai vécu, qui reste modeste par rapport à ce qu'ont vécu beaucoup de camarades. Mais une de mes grandes fiertés, c'est que j'ai un lien très fort encore avec tous mes sous-officiers. Génial. Encore aujourd'hui. Ouais. Tu es encore en contact avec beaucoup Ouais. d'entre eux. Ouais. Quand tu dis donc, quand tu dis chef de section, c'est-à-dire que tu as combien d'hommes sous ton commandement? Jusqu'à une quarantaine. Ça peut être variable, mais Ok. ouais, c'est entre 35 et 40. C'est quel grade à peu près? Lieutenant, Lieutenant, ok. Tu es resté combien de temps lieutenant, à la Légion étrangère? 4 ans, Waouh. modeste. Ça m'intéresse. D'ailleurs, est-ce que tu as un souvenir précis, puisque donc tu as été chef d'une certaine manière, enfin même non, tu as été chef, pas d'une certaine manière, tu as été chef, tu as dirigé, tu as commandé des hommes sur des théâtres d'opérations, machin, tout ça. Est-ce que tu as un souvenir particulier ou un moment particulier qui a incarné pour toi le fait que tu sois chef, tu vois, le fait que tu aies le commandement? Un moment où, si tu veux, ton commandement se cristallise et, et tout le monde te regarde et bon, François, c'est le chef. Hyper intéressant. Et- Je me rappelle notamment d'une séquence hyper physique que j'ai connue en Nouvelle-Calédonie. J'ai une mission là-bas. Et j'ai eu un peu la totale. C'est-à-dire que, en gros, on avait fait un stage commando qui dure 15 jours. On l'avait fait en 5 jours. Notre capitaine était énervé parce qu'on n'était pas parti en mission en Côte d'Ivoire comme tout le régiment. Donc, du coup, on a Ok. croqué, quoi. Donc, Ok. on a eu le programme de 15 jours en 5 jours. Waouh. Et donc, on venait de faire 4 jours extrêmement intenses. Et je vous épargne. Et en gros, là, j'ai eu une séquence de 24 heures d'efforts continus. Oui. Et en plus, j'étais un peu en vrac, donc j'ai rien bouffé pendant ces 24 heures. Et donc, je me suis retrouvé. Le matin, on avait un parcours nautique. Ensuite, on avait un brancardage. On était héliporté au milieu de nulle part. Et en fait, le pilote d'hélico, au moment où on m'a posé, il m'a mis un gros doigt sur une carte en vrac pour me dire où j'étais. En gros, il n'a pas eu le temps de m'expliquer. Donc, je me suis retrouvé, je ne savais pas où j'étais. Et donc, j'étais avec des légionnaires éclatés, Oui. qui commençaient à être fatigués, il faut leur en faire un peu plus, qui commençaient à être fatigués. Et j'ai eu un début de révolte de mon adjoint, qui est un super gars avec qui j'ai gardé des super liens, mais à l'époque, révolte de l'adjoint, commençait à me rabrouer devant tout le monde. Oui. C'est-à-dire que c'est Et censé j'aime- être le gars qui te supporte dans tes Voilà, décisions. c'est ça, Et là, en face de tout le monde, il commence à te contredire. exactement. Oh. Et en disant, oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oui. Et j'avais mon capitaine qui était là, à qui j'ai dit, est-ce qu'on peut juste faire un point topo? Lui, il avait son petit GPS perso, et il s'est barré comme un voleur, en disant, démerde-toi. Oh merde. Bon, là où il était un peu con, c'est que je l'ai laissé partir, après j'ai suivi. Voilà, ça m'a servi d'éclaireur. Voilà, donc, si tu veux, c'est des moments où tu ne laisses rien paraître, où tout semble chanceler, où tu es dans un état de fatigue avancée, je venais de faire une nuit blanche, etc., et où il faut juste tenir ton cap. Et ce qui est intéressant, c'est tu tiens ton cap, tu incarnes ce que tu es, tu pars du principe que le seul truc qu'on te demande là, c'est de faire le pas d'après. Ce qui est très intéressant, c'est que, et ça m'est arrivé 2 fois dans cette séquence, alors que mon adjoint se révoltait momentanément contre moi, mes 3 chefs de groupe, 3 sergents, eux se sont resserrés autour de moi, et on a commencé. Voilà. Et alors pour la petite histoire, donc on a fait une séquence de fou, donc on a marché, donc ça a dû commencer vers 10-11 heures. On a marché de 11 heures jusqu'à 20 heures non-stop plein cagnard. Oui.
J'ai eu 2 légionnaires qui se sont écroulés quand même, évacués, Oui. tellement il faisait chaud. Et le capitaine qui était parti en avance avec son petit GPS, ça c'était jouissif, c'est que j'arrive à hauteur de la zone finale et là j'entends à la radio, mais tu sais, la radio militaire, elle a une portée limitée. Donc c'est en général, c'est plutôt autour des 8 kilomètres la portée. Et j'entends à la radio, il était 8h moins le quart. Ne comptez pas sur Rouge Unité, il a pris du retard ce matin, il sera là dans 2 heures. J'entends la radio. Et là, petit moment jouissif, je prends mon poste. Rouge Unité, sur position dans un quart d'heure. Bonheurissime. Et donc là c'était quand même assez jouissif parce Bah qu'on oui, avait marché à j'imagine, 8 ouais. km/h. On avait, avec Saker, on avait tracé, on avait rattrapé tout le retard. C'est quoi le poids du Barda sur le... C'est très variable, mais c'est autour de 20 kg en général. Ouais. Ouh, quand même. 20-25. 8 km/h à 20 kg, ouais. 20-25 si tu comptes largement plus, ouais. Ouais, Ouais, donc ça avait bien dosé, mais ça c'était jouissif. ouais, ça j'imagine bien. Ok, donc pour toi, ce moment-là, c'était vraiment... Par exemple, Tu t'es vraiment j'ai eu senti... plein d'autres moments, mais c'est vrai que c'est des moments, c'est précisément dans l'épreuve où tu as tout, tout est compliqué, c'est extrêmement aride physiquement, tu as des galères topo, de réussir encore une fois à tenir ce cap-là. Et j'ai eu plusieurs fois des moments comme ça où tout chancelle. Et ce qui est intéressant, c'est juste tenir, d'identifier très vite ce sur quoi il faut que tu lâches rien. Et parfois, c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a des moments où tu aimerais, parce que cet adjoint s'est révolté le lendemain après le truc, et où tu aimerais croire que c'est juste ta réponse qui va faire la différence, et souvent ton silence a bien plus de poids que toute autre chose. Le seul fait de continuer à avancer en restant silencieux, tant que tu donnes le cap, ça continue. Ok. Alors pourquoi je t'ai posé cette question? C'est parce que tu as écrit donc 4 livres, alors 2 romans et 2 livres un petit peu de formation, tout ça. Notamment le premier, c'est Le temps des chefs est venu. Moi, c'est à travers ce livre que je t'ai connu. Il est génial, je vous le recommande vraiment chaudement. Et c'est un livre dans lequel justement tu commences à développer ou à expliquer ta vision, ou en tout cas plus que ta vision, ce que tu penses être véritablement le fait d'être chef. Et donc tu appelles aussi un changement de casting politique, etc. Et donc on va en parler de ce livre. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais, quel est ton métier? Parce que je sais notamment que tu accompagnes beaucoup de grands chefs d'entreprise dans le civil. Mmh. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai un énorme déclic de vie. Ça s'est passé d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Un chef de corps, le chef de corps local, qui était des troupes de marine, mais qui hébergeait des compagnies comme la nôtre, qui nous avait posé un jour la question de nous dire: «D'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier?» Et beaucoup de gens sont essayés, ont dit, je ne sais pas, son niveau de savoir. J'ai des sous-officiers hyper compétents aussi là-dessus, c'est pas un sujet, le leadership, mais les sous-officiers aussi justement, enfin et cetera. Et au bout d'un moment, il a eu cette phrase qui a été, encore une fois, ce déclic clé de vie, il a dit: «Le discernement». Le discernement, ok. Et au Mais fait, c'est un mot qui est un peu mystérieux pour tout le monde, le c'est un discernement. mot qui est mystérieux, mais là où tout s'est enclenché chez moi, c'est que d'une part, moi je suis un miracle scolaire, j'ai détesté l'école, j'ai fait Saint-Cyr-Lettres, mais en mode vendange tardive, vous voyez. Oui. Et je m'apercevais, donc je voyais bien comment la matière scolaire pure ne m'intéressait pas, mais comment là il décrivait quelque chose qui pour une fois me semblait familier, et qui me paraissait une évidence intérieure. Et j'avais déjà un peu expérimenté ça, de me dire, en fait, j'ai été formé, comme dans toutes les grandes écoles, à avoir une accumulation de silos de savoir, mais que ce qu'on me demande, à la fin des fins, quand je suis chef, c'est pas de restituer du savoir, c'est d'avoir la présence permanente aux événements, pour voir ce qui est prioritaire ou pas, pour voir ce qui est grave ou pas, et exercer ce discernement. Et j'avais été frappé de voir comment, précisément, j'avais vu des chefs très compétents techniquement, qui pour le coup manquaient cruellement de discernement. Et donc, c'est là que j'ai eu ce déclic-là, que je me suis dit, en fait, c'est ça l'enjeu. Pourquoi on ne passe pas plus de temps? C'est là-dessus qu'on devrait s'exercer le plus possible. Et le constat que j'ai fait par étapes lentes, et je te l'épargne, c'est de me dire, en fait, on forme les décideurs à tout, sauf à décider. C'est quand même lunaire. On forme les décideurs à tout, sauf à décider. Et donc toi, tu fais ce constat-là et tu décides d'agir et donc d'accompagner les gens dans la décision. Clairement. C'est-à-dire que le constat s'est fait professionnellement. Après, j'ai voulu aussi le dire au niveau politique. C'est-à-dire que le métier de chef, la légitimité d'un chef, c'est pas de savoir, mais de permettre. Donc, c'est en permanence de créer les conditions, alors que tout bouge tout le temps,
d'avoir la clairvoyance de l'essentiel et d'y concentrer longtemps ses efforts. Et vous voyez bien tu vois bien pardon, comment, au niveau politique comme au niveau de l'entreprise, en fait, tout le reste existe, sauf ça. C'est-à-dire que on voit en politique des super vendeurs qui croient d'ailleurs, on pourra en parler, c'est le sujet de société actuelle pour moi qui est de dire, en politique, on croit aujourd'hui que la loi ou le communiqué valent action. Hmm. Il y a une prof qui est assassinée, on va interdire la vente de couteaux aux mineurs. C'est vrai que c'est réglé comme ça. Oui, N'importe quel mineur peut aller dans sa cuisine, choper un couteau. Enfin, tu vois, oui, c'est oui, dire, oui. ah, on a fait un truc. Samuel Paty est assassiné, on va faire un communiqué. Oui. Ah bah voilà, du coup, c'est réglé. Tu vois, Mm. et donc, c'est-à-dire qu'en fait, la vision instantanée du monde dans lequel on vit fait croire que l'action politique, c'est un module instantané de communication ou de loi. Sauf que l'action prend du temps, et pour ça, il faut en permanence non seulement voir ce qui est prioritaire, voir la modalité qui va permettre de le faire. Donc, concrètement, autorité à l'école, comment je fais un stop, je reprends en compte tout le système d'éducation, je mets en place un système où l'autorité est rétablie réellement à toutes les étapes avec le soutien en chaîne de la chaîne hiérarchique justement là-dessus pour que ce soit établi. Et donc là-dessus, ça veut dire qu'on a un État capable, je ne sais pas, pendant 2 ans de dire je ne communiquerai pas sur le système scolaire tant que je n'aurai pas fait l'essentiel. Et donc désolé, ce sera le porte-parole du gouvernement qui parlera dans 2 ans. En attendant, on va travailler. Ok. Et au niveau Oui, oui. entreprise, pareil, il y a souvent des gens, ce que j'appelle moi le syndrome du botaniste, c'est-à-dire que c'est on choisit pour traverser la jungle le meilleur botaniste, c'est-à-dire que on croit que parce que la personne est ultra compétente techniquement, elle sait gérer les situations. Sauf que c'est un autre Oui, métier. c'est comme pas. Ouais, c'est la fameuse image traverser la jungle avec un botaniste. C'est en gros, au lieu de prendre un gars qui sait juste discerner quel est le bon chemin, tu vas prendre un expert des plantes, mais il sera incapable de choisir le bon Voilà. chemin. Et donc quand un serpent lui tombera dessus, il te qualifiera sa couleur d'écaille et son cycle de reproduction. Mais il sera Là, on capable lui de le demande tuer. de le buter vite. Voilà. Voilà. Ok. Et est-ce que pour toi, être chef dans l'armée et être chef dans la politique ou dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le point nodal de tout, et au passage, intéressant aussi à voir, c'est que j'ai la chance, moi, d'avoir accompagné des cycles de formation sur le leadership féminin dans des administrations, c'est que ce qui font la légitimité managériale, c'est le discernement. Et là-dessus, ça fonde de manière absolue l'égalité homme-femme sur ce sujet du discernement. Et même sur certains sujets touchy, les dames ont plus de profondeur dans leur manière de voir là où ça se joue à l'intime que nous. Et donc, là où je trouve ça très intéressant, c'est que le fait de fonder le discernement comme légitimité managériale première redonne toutes ces lettres de noblesse au métier, fonde une égalité qui n'est pas des fausses postures de chefs mâchoire carrée, mais qui est au contraire plutôt des chefs taiseux, en retrait, capables de se taire longtemps pour parler seulement au bon moment. Et Oui. donc, quand on fait reposer la légitimité managériale sur le discernement, que je qualifie moi comme l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, On y reviendra au discernement, au mais discernement plus tard, oui. c'est quand on fonde cette activité-là, que tu sois en politique, en entreprise ou dans l'armée, c'est toujours le même sujet. Ok. Après, ça prend des modalités différentes. Il y a des styles différents, il y a des espaces-temps différents, il y a des articulations différentes. Mais à la fin du fin, ce qui va faire qu'une action soit efficace et durable, c'est qu'en amont, un chef soit capable d'identifier ce qui est prioritaire et d'y concentrer ses efforts. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples en politique? En fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous donnes des exemples dans l'armée, en politique et dans le civil, d'un mauvais chef et d'un bon chef, pour qu'on puisse bien comprendre justement là où ça se joue, véritablement. Intéressant, clairement. Sur la partie armée, alors il y aurait 1000 choses à dire là-dessus, hein. Mais ce qui est très intéressant, si je cible, l'exemple parfait du mauvais chef dans l'armée, c'est Gamelin. Gamelin, tu peux dire qui c'est? Gamelin, c'était le chef d'état-major des armées françaises en 1939-40. Ok. C'est le premier de la classe par excellence, major à Saint-Cyr, major à l'école de guerre, Donc tout parfait, quoi. tout Monsieur parfait, oui. monsieur parfait, qui est incapable de comprendre les enjeux. Ça ne dépendait pas que de lui, mais c'est l'esprit de la ligne Maginot. C'est-à-dire, l'esprit de la ligne Maginot, c'est de dire j'ai tout prévu, donc il ne va rien m'arriver. C'est comme aujourd'hui dire je vais faire des lois sur tout, comme ça il n'y aura plus jamais de problème.
moralité, tu paralyses l'action à faire des lois sur tout. Parce que rien n'est priorisé, justement. Ouais. Et donc, forcément, l'énergie se disperse et essentiellement sur du dérisoire et pas sur l'essentiel. Donc, le mauvais chef militaire par excellence, c'est Gamelin, premier de la classe. Et je lui associe, même si ce n'est pas que lui, la ligne Maginot, qui est de dire on est protégé des Allemands parce qu'on a fait une muraille. Sans penser que les Allemands, comme Ouais. le réel, sont créatifs et ont trouvé moyen de En contourner. fait, c'est construire un plan, penser que le plan est parfait, s'en tenir stricto sensu au plan, en oubliant la réalité des choses, quoi. C'est ça. OK. Et à l'opposé, alors encore une fois, j'aurais 1000 exemples à donner. Alors, sur la partie purement stratège, Napoléon, même s'il a aussi fait des erreurs, mais il y a un génie stratégique, alors plus exactement tactique d'ailleurs, un génie tactique chez Napoléon qui est incroyable. Il y a dans le plus récent quelqu'un comme moi j'aime bien un capitaine Mattei, petit héros perdu, héros de Par le sang versé, etc., qui est quelqu'un qui, quelles que soient les situations, se débrouille toujours pour s'en tirer la tête haute, même quand le collectif, voilà. Donc ce que j'aime bien chez un Mattei, quand vous relisez ses histoires, notamment, c'est le seul officier sur la RC4 à être sorti de la tête haute, là où c'était un peu une défaite française un peu générale, parce que sur son emplacement, il a réussi à tenir sa position. OK. Et donc, j'aime beaucoup ça, on pourra en reparler, c'est-à-dire qu'on a tous, dans notre espace de règne, dans notre espace singulier, il y a toujours moyen, à partir du moment où on décide de ne pas subir, de s'en sortir. Et puis, je vais remonter bien plus lointain, j'adore un Du Guesclin. Du Guesclin, pourquoi? Voilà, parce que Du Guesclin, déjà, j'adore ce concept, le courage donne ce que la beauté refuse. Le courage donne ce que la beauté C'est la refuse. devise de Du Guesclin, petit homme laid, et qui a compensé indéfiniment par son courage le défaut de grâce qu'il avait au départ. Même s'il a eu la chance d'avoir Tiffaine Ragnel comme épouse, voilà, qui semble être une princesse de qualité. Et donc, mais ce que j'adore chez Du Guesclin, c'est cette force folle de courage, c'est cette loyauté incroyable à Charles V le Sage essentiellement. C'est le binôme qu'il fait avec Charles V le Sage, qui est lui pour le coup un vrai discernant, mais qui est complètement complété par un Du Guesclin qui va se battre à tous les moments clés. Et puis j'aime bien aussi, et c'est sans doute là-dessus que j'insisterai, la liberté, l'audace qu'a Du Guesclin. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de loyauté aux valeurs, l'héritage. Je crois profondément à ça. Mais les situations amènent parfois à relativiser certaines choses, non pas à la fin justifier les moyens, il y a des barrières non franchissables, mais à prioriser sans cesse les moyens qui vont permettre de parvenir au but plutôt que d'avoir une loyauté un peu imbécile et perdre à chaque fois. C'est-à-dire que Oui. l'armée française n'a pas arrêté, dans une petite partie du XXe siècle, de perdre avec honneur. Bon, il y a un moment donné, ça va bien. Il Oui. faut être un peu intelligent. Oui. Là où Du Guesclin est capable de ruse, il réussit à se planquer dans son tas de paille, à Donc, s'incruster dans un château. c'est rigolo, mais pour toi, J'aime bien cette liberté. le mauvais chef militaire, c'est c'est le légaliste. Voilà, Et c'est le ça. bon chef militaire, c'est celui qui est capable de s'affranchir des ordres. C'est celui C'est un peu qui... une caricature ce que je te fais là, mais. En fait, c'est très simple. C'est celui qui a l'intelligence de la mission. Je travaille beaucoup là-dessus aussi. C'est-à-dire que le chef d'un chef, c'est la mission. Notre chef à tous, c'est la mission. On est tous tributaires d'une mission. Et on pourra y revenir aussi. C'est-à-dire que le drame, vous voyez, tu vois, de la partie politique, c'est que la partie politique, c'est des gens qui suivent leur propre carrière. Donc, ils sont complètement tournés vers eux-mêmes. C'est pour ça que c'est aussi aléatoire. C'est pour ça que ou alors, ils sont dans une rigidité logique. Là où la mission, concept militaire, mais pas que, est une forme de transcendance opérationnelle qui interroge sans cesse la question de se dire où dois-je faire converger les efforts pour que le collectif parvienne à sa meilleure utilité. Ok. Et en fait, voilà, ce qui fonde un bon chef militaire, c'est qu'il donne une loyauté à la mission et non pas à des choses rigides. Alors maintenant, en politique, un bon chef et un mauvais chef. Alors, en politique, pareil, plein d'exemples. Bon, en politique, on peut mettre un peu tous nos derniers présidents, là, quand même, hein, Un mauvais chef? en mauvais chef. Alors explique-nous pourquoi. Il va falloir 3 heures. Non, mais Mais voilà, dans les grandes lignes, si je prends, on va dire que, allez, si on fait la 5e, je vais reprendre dans le truc. la 5e République. Ouais, Oui. ça nous ferait beaucoup de choses. Dans la 5e, après, je vais être un peu dur parce que chacun, voilà, je vais forcément être réducteur. Mais si je fais les tendances, la tendance, c'est qu'on a eu parfois des gens trop cérébraux qui ont été un peu rigides. C'était le cas pour moi d'un De Gaulle et d'un Giscard, qui ont été assez rigides et qui, du coup, pour l'un, a eu des moments d'éclat exceptionnels, et on lui doit beaucoup,
Mais dès que les contextes se sont désalignés de lui, il s'est mis en mode cassure, 46, 62, 68. Ok. Donc en fait, trop c'est le genre têtu. de gars qui construisent un système dans leur tête, ils le plaquent à la réalité, et dès que le moment où le système ne correspond plus à la réalité, bam, il se barre. Voilà, c'est ça. Ok. Et notamment, un truc qu'on néglige, hein, c'est qu'encore une fois, on doit beaucoup à De Gaulle sur des points clés, notamment 40, mais De Gaulle a pour moi, contrairement à ce qu'on peut dire souvent, a institué le système très émotionnel dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'il a fait reposer ses décisions sur le référendum. C'est-à-dire plutôt que de dire « je prends une décision parce que en mon âme et conscience c'est la bonne décision et au risque d'être détesté, à terme vous verrez à quoi ça sert », Ok. il a mis le référendum à temps et à contre-temps pour se donner une légitimité, même et surtout quand il changeait de braquet, comme en Algérie. Il a changé de braquet, il a mis un référendum pour se donner une légitimité. Et donc, du coup, ça laisse un pouvoir émotionnel aux décisions. À partir du moment où il y a un engagement émotionnel sur une décision, elle est bonne. Une décision, elle est bonne par rapport à la mission, pas parce qu'il y a un engagement émotionnel là-dessus. Ok. Et c'est le problème souvent du créatif qui veut, quand il commande, plus de l'assentiment, hein, que du complément pour l'action. Il veut qu'on soit d'accord avec lui. Alors là, Là, j'ai lu tes livres, donc je sais de quoi tu parles. Là, tu viens d'aborder le sujet des tempéraments, etc. On l'abordera on juste va voir après. après. Mais pour donc terminer sur les politiques, donc un mauvais chef, Donc, ça peut être. Donc, il y a le côté un peu cérébral rigide, Ok. où un Giscard, pareil, il était quelqu'un qui était le grand expert, mais qui n'était pas forcément dans du discernement là-dessus. Il allait c'est beaucoup de choses. Après, on a eu toute une palanquée de vendeurs à partir de Chirac, hein, avec des modalités différentes. Qu'est-ce que tu appelles un vendeur? Bah, en fait, le problème, c'est que l'élection présidentielle, c'est une vente. Une vente aux enchères. C'est une vente aux enchères de aimez-moi. Et donc, tu pars Ouais. du meilleur vendeur jusqu'au meilleur narcissique dans la trajectoire. Puisque le narcissique, c'est celui qui dit aimez-moi comme je m'aime. Regardez comme je m'aime hyper fort. Réussissez à m'aimer aussi fort que je m'aime. Voilà. Et donc, le fait est que la tendance qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'avec une accélération des moyens de communication, etc., bah, l'élection présidentielle, c'est une quête de likes illimitée. Et donc, le problème, c'est que là-dedans, dans ce jeu-là, le vendeur est à la prime. Le meilleur vendeur à la prime. Mais donc c'est en fait le vote aujourd'hui avec le contexte médiatique, etc. Ne permet plus d'élire véritablement un chef. Ça permet d'abord d'élire quelqu'un. Qui est un super communicant, voilà. Et donc, Ok. alors avec le système verrouillé, etc. là-dessus. Donc, c'est vrai, on passe de Chirac, vendeur Hermès, à Sarko, vendeur Xerox, et puis après à Mister Consensus, et puis Et puis Macron. et Mister Jupiter, Mister Ok. Narcisse Jupiter. Voilà. Et donc voilà. Et après, on a un Mitterrand est un cas intéressant parce qu'un Mitterrand, c'est le bon cas d'école de deux choses. Il y a une posture chez lui de chef qu'on peut sentir quand même. Il y a eu certains moments sur lesquels il a été courageux et têtu. Voilà, on le trouve un peu quand même. Il y a des éclats de ça encore chez Chirac. Hein. Voilà, notamment quand il quitte le Stade de France parce que le Marseillaise est hué, etc. Il y a encore cette dignité qu'on peut retrouver. Oui. Donc c'est pour ça que je voudrais pas être radicalement négatif sur toute la trajectoire. Hein. Mais chez Mitterrand, il y a à la fois des choses. Il y a la nécrose morale de Mitterrand. C'est aussi un sujet, malgré tout, qui fait quand même un paquet de saloperies, surtout fin de règne, etc. Et qui voulait tellement parvenir qu'il s'est accoquiné jusqu'aux communistes, qui n'était pas du tout son environnement initial. Donc il a d'abord donné des gages aux communistes avant de parvenir. Donc on pourrait parler très longtemps de Mitterrand. Donc il a pris un certain nombre de mauvaises décisions, mais il y a quand même une posture, comment dire, de chef dans un certain nombre d'éléments. Ok. Moi, si je devais en retenir qu'un seul là-dedans, si on est dans du récent, c'est un Pompidou, qui a peu vécu, mais en fait, de toute la gamme, c'est celui que je préfère. Parce que Pourquoi? c'est celui qui est le plus capable de discernement et donc de prendre des bonnes décisions. Oui, c'est-à-dire que pareil, il a fait aussi des erreurs, hein, notamment sur le début de l'endettement de la France, etc. Il n'y a pas de bilan parfait. On pourrait reprendre après dans l'histoire, il y a plein de chefs comme ça. Mais un Pompidou, ce qui est intéressant, c'est arrêter d'emmerder les Français. C'est-à-dire que ça, c'est un programme. Hein. Ouais. C'est de dire, en fait, vous ne vous rendez pas compte, là, vous êtes en train d'auto-justifier des milliards de lois pour vous donner bonne conscience. Vous paralysez l'action des Français. Donc cet état d'esprit-là, pour moi, il est extrêmement sain. Pour deux raisons. Un, parce que ça fait ce que j'appelle de toutes mes forces et de tous mes voeux, c'est la réduction législative en France. Le fait qu'on réduise la loi juste à une partie opérable et non pas une démultiplication de bonne conscience en kit qui ne servent à rien, si ce n'est à justifier l'action de ceux qui squattent des sièges dans les divers lieux de pouvoir. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voilà. Et Tu vas te faire des ennemis en disant c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, réduction législative et le fait c'est le deuxième point aussi, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait,
l'erreur que font la plupart des chefs, c'est de croire qu'ils sont plus intelligents que la somme de leurs collaborateurs. Ça, c'est génial, c'est le titre de ton dernier livre. Le Vraiment. discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Ça, tu peux nous l'expliquer d'ailleurs, ce que ça veut dire, cette phrase? Et c'est que, en fait, en France déjà, on confond intelligence et performance. D'ailleurs, c'est intéressant parce que intelligence artificielle, c'est intelligence au sens d'information. C'est anglais, c'est Oui. renseignement. Et donc, le renseignement, c'est collecter de l'information, c'est collecter de la data. Ce qu'on voit dans l'intelligence artificielle, qui est en gros de la grosse proba, l'intelligence artificielle, qui fait de la collecte qualifiée de data, mais qui est infoutu d'évaluer les situations et les contextes. C'est pour ça qu'elle est limitée structurellement. De la même façon, on a beaucoup de stars qui sortent de grandes écoles, qui sont des machines à collecter de la donnée, qui sont des machines à collecter du savoir, mais qui sont infichues de les mettre en situation pour leur donner une portée. L'art de donner aux choses une portée qu'elles méritent. L'intelligence, c'est quoi? En latin, l'intelligence, c'est interlegere, assembler entre, cueillir entre. On sait cueillir des idées entre elles. Ça s'appelle de la synthèse. Ça fait du Attali ou du Munk. C'est-à-dire que c'est brillant, mais c'est quand même souvent aussi à côté de la plaque. Et donc l'intelligence artificielle fait pareil, elle collecte des idées. On peut associer des personnes entre elles, c'est tout le travail de consensus qu'on peut voir, sur lequel, là aussi, la politique est très forte pour faire je ne sais combien de forums, de trucs qui accouchent d'une souris, mais on est content, tout le monde était là, on a fait des dîners dans des lieux super hype et tout le monde a été flatté d'être invité, mais ça produit que dalle. La difficulté, c'est d'assembler des idées, des personnes et des contextes, c'est-à-dire de donner aux choses leur portée relative. Et l'intelligence, c'est ça, et c'est là tout l'enjeu. Ce n'est pas une question de savoir. C'est pour ça qu'une Jeanne d'Arc non cultivée, si peu cultivée, a mis en PLS ses juges beaucoup plus cultivés et sera toujours plus puissante que tous les conseillers et consultants qu'on vient d'évoquer, qui peuvent être des premiers de la classe, mais qui n'ont absolument pas cette intelligence de l'essentiel qui se travaille à l'intérieur. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Donc en fait, tu dis la force d'une Jeanne d'Arc, c'est sa capacité à avoir tout de suite l'essentiel, à la mettre dans le contexte d'une histoire donnée, d'un moment donné, pour prendre la décision. Clairement. C'est-à-dire que ce qui est éblouissant chez Jeanne d'Arc, moi j'aime bien l'aborder comme femme, même si on sait qu'elle avait la fibre céleste Oui. en ADSL 24, voilà, mais La fibre optique branchée la sur fibre le ciel. optique branchée, voilà. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de voir une petite gamine comme ça, parce que c'est le cas, qui a une clairvoyance de l'essentiel absolument éblouissante. Ok. Et qui se joue à chaque point clé. J'incite ceux que ça intéresse, j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle « Jeanne d'Arc, vraie femme et vrai chef », où je décris ce processus-là, où on voit bien sûr l'obsession qu'elle a d'aller voir le roi pour lui redonner confiance en lui, qui est le point de départ de tout, là où tous les experts militaires débattaient indéfiniment des moyens, elle a compris que ça se jouait à l'intime. Deuxième point, le sacre. Elle comprend que pareil, les efforts guerriers sans le sacre, ça ne marchera pas, et donc elle fait un raid en plein territoire ennemi, puisque Reims est encore contrôlé par l'ennemi, Ouais. donc elle fait une folie pour aller donner cette légitimité. Et elle voit à chaque fois le point clé de là où tout se joue. Le point clé de l'action. Et Oui. pareil avec ses juges. C'est-à-dire que c'est une gamine de 19 ans qui se retrouve confrontée à des juges, À tous les grands théologiens du des grands moment. théologiens Ouais. qui lui posent des choses trappes, Ouais. etc. Et à chaque fois, elle répond avec un calme absolu, et en la ramenant toujours avec beaucoup de sagesse. Ouais. Et voilà. Ok. Alors, on termine avec notre série des bons chefs et des mauvais chefs dans le monde économique. Est-ce qu'il y a des figures de chefs qui sont vraiment exaltants ou au contraire des gens qui ont tout foiré, qui ont... Pareil, on voit, il y aura un peu deux catégories dans les chefs. On a pu voir, j'aurais des noms, mais ça sert à rien, mais de grands premiers de la classe qui ont pris, enfin voilà, vous voyez un truc comme Arriva qui s'est cassé la gueule, etc. Bon, voilà. Il y a eu des grands premiers de la classe qui n'ont pas eu du tout la lucidité stratégique, parce que ça faisait fonctionner la machine, mais ils n'ont pas vu du tout le temps d'après. Ils n'ont pas du tout préparé le temps d'après. Ils ont été trop dans leur certitude. Voilà, il y aurait plein d'exemples à voir là-dessus. Dans les mauvais chefs, entre guillemets. Pareil, il y a les mauvais. On pourrait dire, à l'intermédiaire, il y a les chefs incomplets. Les chefs incomplets, c'est Steve Jobs ou Elon Musk. C'est-à-dire que c'est des gens... Explique pourquoi. Parce que c'est des gens très créatifs, donc qui ont des idées techniques au départ hyper intéressantes. On le voit en succès. Mais comme ils sont trop impatients de leurs idées,
bah, ils finissent par fracasser des gens. Donc c'est des boîtes un peu qui sont plus ou moins d'ailleurs stabilisées dans le temps, mais qui ont fait au début beaucoup de casse humaine. Ok. Parce que l'idée était bonne, mais l'humain ne suivait pas. Hein, j'ai un peu une formule là-dessus, c'est l'esprit fait du vélo, l'exécution marche. C'est-à-dire qu'en fait, L'esprit fait du vélo, l'exécution l'exécution marche. marche. Ok. Quand on gère l'humain, il faut marcher. Et plutôt pas légion, c'est-à-dire plus lent que les autres. Plus solide, plus costaud, lent mais sûr. Ok. Voyez, parce que l'humain prend du temps, parce que l'humain faut articuler les choses, parce que l'humain gère l'aléa. Et voilà. Et donc la tendance de ces gens-là, c'est de faire la marche forcée. La marche forcée, c'est pour les coups durs, mais c'est pas tout le temps. On peut pas tenir sinon. Voilà. Donc un peu dans les deux pôles de chef. Voilà. À l'opposé, moi dans Moi, les figures, j'ai oui, souvent, on m'a souvent parlé de la figure de François Michelin comme j'en un parle petit dans mon livre. Voilà. peu, comme un petit peu. Oui, c'est vrai que tu en parles dans ton livre, mais je l'ai vu ailleurs, comme un petit peu justement ce chef d'entreprise qui a su voir déjà au loin dans le temps, c'est-à-dire anticiper aussi les mouvements, etc., voir le contexte de sa boîte, voir les talents qu'il avait au sein de sa boîte. Et d'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire où il prend un petit gars, petit ingénieur, et il le met chef de développement technique du pneu radial, qui est la grande révolution technologique C'est qui a ça. propulsé Michelin sur les toits du monde. Et en fait, il combine ces trois-là pour faire de Michelin ce que c'est devenu, quoi. Clairement. Non, c'est un très bon exemple. Moi, dans les bons exemples, il y en a deux. Il y a lui, et effectivement, parce qu'il y a vraiment une logique de transmission. Ça aussi qui est important. C'est, en fait, on parlait tout à l'heure de Pompidou. Je rêverais d'écrire, il faut que je le fasse depuis que je le promets, un bouquin qui s'appelle Ces leaders silencieux qu'ont fait la France. J'ai beaucoup plus d'estime pour des leaders qui font pas forcément beaucoup d'étincelles, mais dont on sait qu'ils créent les conditions de leur survie, justement, qu'on puisse leur survivre. Et donc, un François Michelin, vous voyez, il est vraiment dans une logique de transmission. Il crée les conditions de solidité. Il y a tout un vrai pan de réflexion sur la place de l'homme aussi. Donc, il fait quelque chose d'assez équilibré pour que la quête de performance ne broie pas l'homme. Donc, il a cet équilibre-là. Il crée des structures pérennes. Il crée des structures de suivi. Il crée de la subsidiarité, en faisant en sorte que, justement, tout vienne d'en bas. Voilà. Alors, subsidiarité. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la subsidiarité? Alors, on va y venir. Je finis juste sur le deuxième exemple et que Oui, je pardon, reviens à ça. Le excuse-moi. deuxième exemple serait un Oui. Louis Gallois que j'aime beaucoup. Je forme beaucoup de gens ainsi à la SNCF. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. Louis Gallois, intéressant. Vraiment le chef, pareil, qui est allé dans pas Qui est mal. Louis Gallois? C'est celui qui a été président aussi de ADS, si je m'abuse. Je ne m'amuse. Et ainsi de suite. Qui, quand même, dans toutes les boîtes où il est passé, a réussi à chaque fois à créer des super dynamiques. Ok. Donc, modèle intéressant. Et voilà, profil qui est à la fois recul, discernant, qui embarque sans faire trop d'étincelles aussi, mais juste ce qu'il faut. Dans les exemples qui me viennent, hein, il y en a sans doute Ok. plein. Dans le monde économique, c'est souvent difficile de donner des exemples parce que c'est pas forcément les plus visibles qui marchent le mieux. Donc pour ça, oui, tu as parlé de la subsidiarité. Est-ce que tu peux définir ce mot et nous expliquer comment véritablement la mettre en place finalement? Si j'ai- En quoi, pardon, Oui. en quoi elle est importante pour un chef? Eh ben, elle fait le lien exactement avec ce qu'on évoquait précédemment. C'est-à-dire que quand j'évoquais au tout début en disant le danger, c'est les chefs qui croient qu'ils sont plus intelligents que la somme de leurs collaborateurs. Et c'est ce que j'évoquais justement sur Pompidou. Arrêtez d'emmerder les Français, c'est redonner l'énergie aux Français. Plutôt que de les contraindre, redonnez-leur un souffle d'énergie où vous allez être surpris de ce qu'ils sont capables de produire. La subsidiarité, c'est quoi? La subsidiarité, c'est ne pas donner à l'échelon supérieur ce qui peut être donné à l'échelon subordonné. C'est ça le principe de subsidiarité. C'est-à-dire laisser faire tant qu'ils sont Laisser capables de faire. faire la plénitude de chacun Oui. à son juste niveau. C'est pour ça que, je dis au passage, mettre le principe de subsidiarité dans un truc qui s'appelle Maastricht, c'est un énorme foutage de gueule. C'est-à-dire, je crée une superstructure tout en disant que je délègue. Alors le C'est-à-dire traité de que- Maastricht, c'est l'Union européenne, Voilà, c'est mais je dis du passage, c'est comme si là, tu as ta boîte qui gère, j'arrive, je dis, ouais, en fait, finalement, j'ai décidé d'être ton chef, mais je veux mettre comme principe la subsidiarité, c'est-à-dire de te laisser faire un maximum de choses, mais je deviens chef. Donc je te prends ton pouvoir en te disant que je t'en laisse un peu, mais j'appelle ça principe de subsidiarité. oui. Grosse arnaque. Donc en fait, le principe de subsidiarité, c'est justement s'épargner des superstructures quand elles n'ont pas lieu d'être. Et Ok. donc, l'esprit du principe de subsidiarité, c'est un principe de bon sens paysan qui le décrit bien, c'est faire en sorte que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. C'est Voilà. juste. Oui. Ce qui fait qu'après, Mm. voilà, tu es un peu plus serein quand tu tapes un clou quand c'est toi qui as le marteau. Oui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu as un clou sans marteau, le réclamer, quand tu as un marteau sans clou, le rétrocéder. Ok.
Et donc, c'est quoi le marteau? C'est la décision. C'est quoi le clou? C'est les leviers. C'est le levier de ton action. Il faut que tu décides sur les choses sur lesquelles tu as un levier. Hein. Quand l'Europe traite de tous les calibres de pêche dans certains endroits qui sont extrêmement particuliers parce que c'est une pêche particulière dans un écosystème particulier, elle s'occupe de ce qui ne la regarde pas. Il faut laisser juger la personne qui est sur place des tenants et des aboutissants pour que sa décision soit calibrée. En fait, ta définition de la subsidiarité et la façon dont tu l'as décrit, donc, qui est en fait le véritable outil du chef pour véritablement chefer. Moi, on m'a toujours dit être chef, c'est faire faire. Oui, Mais en fait, en disant ça, effectivement, tu remets en question des choses énormes comme des superstructures comme l'Union européenne ou comme ce que tu dénonces depuis tout à l'heure, l'hyperabondance des règles, des lois et des normes en France. mais parce que du coup, tu amènes des gens à suivre un principe absolu là où par natif, il faudrait qu'il puisse être soulevé. Oui. C'est puissant et dangereux ce que tu dis. Enfin, il y en a qui considéreront ça comme dangereux. Bah hein, oui, mais il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui est responsable de l'espace qui le concerne. En fait, quand on redonne marteau et clou, contrairement à ce qu'on peut croire, comme la personne, elle va taper, elle va faire gaffe. C'est facile de taper quand tu n'as pas le clou. Oui. Quand tu as le clou, tu fais gaffe, nécessairement, parce que tu vas devoir gérer la suite. Tu vois, dans les aberrations que moi que je cite dans mon bouquin, il y a quand même des graviers qui ont été importés d'Europe, parce que les graviers de Guyane, comme ça reste la Ah. France, les graviers qui étaient en Guyane n'étaient pas au calibre européen, donc on était obligé d'importer des graviers d'Europe pour que ça corresponde aux normes européennes. C'est-à-dire que la Guyane, qui est un département français, mais sur le continent Soumise américain, aux règles avait avait besoin de graviers, elle était obligée d'aller importer des graviers en Europe pour que ça suive le calibrage européen. Ah oui, oui, effectivement. Oui, Là où quelqu'un qui est sur place, à qui tu dis voilà des préconisations, mais en fonction, discernement, je préfère prendre un gravier non conforme et arrêter de cramer je ne sais pas combien d'avions, d'exploser. Oui, des bateaux, etc. Voilà, mais- et comment dire, et la facture écologique, etc. là-dessus, parce qu'au vu des éléments que j'ai, priorité à ça. En fait, la décision, ça a l'air de la relativité. C'est comme si tu dis, désolé pour l'exemple un peu outrancier, hein, mais c'est comme dire tu ne peux jamais mentir. Quand tu as des juifs cachés dans ta cave et qu'il y a les nazis qui sonnent, on fait comment? Oui, là, il On faut ment mentir. ou on ment pas? Oui. Je dis ou je ne dis pas. Voilà. Zut, alors, voilà. Et donc par principe, dès que tu exerces une activité de décision temporelle, tu es obligé de gérer de la relativité. C'est-à-dire que tu es obligé de suspendre certains principes par rapport à d'autres qui sont plus graves. Je rappelle que c'est Saint Louis qui a créé les bordels en France. Voilà. Pourquoi? Parce que tout roi très chrétien qu'il était, il a acté le fait qu'il y avait une réalité humaine qu'il fallait gérer, et plutôt que de se cacher les yeux Et de faire l'autruche. et de oui, faire oui, l'autruche, oui. voilà, et il gère avec. Vous voyez? Et donc, le principe de subsidiarité appliqué en politique, en entreprise, c'est au maximum responsabiliser quelqu'un sur la part qui lui revient, et donc faire en sorte que sur la part qui lui revient, on lui laisse la décision de ce sur quoi elle est évaluée. Et contre toute attente, plus on fait ça, et c'est vraiment un mal français, plus on fait ça, plus on va être surpris du fait que les gens sont plus justes, sont plus proactifs, et en fait, tu as une énergie qui est démultipliée parce que les gens ont été mis en pleine possession de leurs moyens. Et comme ils vont devoir mesurer par eux-mêmes les conséquences de leurs décisions, en général, ils font gaffe. Tu vois? J'ai envie de te poser maintenant la question à 1000 $. Puisqu'on vient d'expliquer, on vient de passer du temps à expliquer les principes de subsidiarité, qu'est-ce qu'un chef, qu'est-ce qu'un bon chef, on a pris des exemples, etc. Maintenant, la question, c'est nous concernant individuellement. Et après, je poserai la question aussi par rapport à notre pays, parce que je trouve qu'il y a certainement un lien particulier entre ce que tu décris là et un certain esprit français et une manière de l'incarner dans le patrimoine. Ça, c'est une réflexion personnelle qu'on aura après. Mais la question, c'est moi, aujourd'hui, chacune des personnes qui nous écoutent, comment je sais si je suis capable d'être chef ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés à être un chef que d'autres? Est-ce que tout le monde peut être chef? Est-ce que certaines personnes ne le seront jamais? 3 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il y a une part de personnalité évidente. C'est effectivement là-dessus que moi j'ai tout commencé, et c'est aussi le sens de mon réflexion sur changer le casting politique. Okay. C'est que j'ai pris acte du fait qu'en politique, la réalité de la vente et la réalité de l'expertise amenaient les mauvais chefs. C'est-à-dire, en gros, les vendeurs et les experts, là où les chefs naturels, qui sont des gens taiseux, en recul,
obsédés de l'action, pas forcément scolaires, ne sont pas du tout valorisés. Ouais, Donc, tu dis bien qu'il y a des chefs naturels. il y a des chefs naturels, d'évidence. Et Ok. c'est là, donc là aussi, c'est développé dans le temps des chefs, mais aussi beaucoup dans le discernement, où j'ai un chapitre là-dessus, je dis sortez du monde bipolaire. En gros, j'ai une formule simple, ce qui est de dire, c'est une formule biblique, mais on retrouve ça dans toutes les civilisations, hein, de dire on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et pour emploi, ce n'est pas les mêmes. Et dans l'histoire, en fait, ça a été difficile à chaque fois que justement il y a une erreur de casting. Et donc, les erreurs de casting, on a eu parfois parmi nos rois. Je pense que quelqu'un comme Louis XVI, c'est plus un prêtre, c'est-à-dire plus quelqu'un qui est obsédé par la relation avec son peuple que par la décision. Donc, on a eu aussi. Mais on va dire que la tendance a été aussi, depuis la Révolution, d'avoir plutôt des experts, les Robespierre and co, qui ont été plutôt des gens très rigides dans leur manière d'exécuter. Il suffit de voir les débats idéologiques passionnés qu'on a eus, Ouais. Troisième République, Quatrième République, et puis maintenant plutôt de la vente parce qu'on est dans l'ultra émotionnel. Et donc, pour moi, on pourrait parler très longtemps, on a tous des trois, on a tous des qualités relationnelles. En gros, prêtre, c'est relationnel, cérébral, prophète, c'est cérébral, et roi, c'est décisionnel. On est dans un monde bipolaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on regarde le système scolaire et ou le système de formation, les deux seules qualités qu'on va développer, c'est toutes les silos de savoir et toute l'intelligence émotionnelle. Et on va faire du manager leader, justement. Le leader, c'est d'abord quelqu'un qui embarque et qui développe les gens. Mais il ne se pose jamais la question pour le leader de savoir est-ce qu'il sait décider. Et d'ailleurs, la plupart des instituts de leadership forment à tout sauf à ça. On développe des bons leaders, c'est-à-dire qu'ils savent développer les gens, les embarquer, mais on ne se pose pas la question de la direction. Ouais, c'est-à-dire qu'on développe la compétence du plan ou la compétence relationnelle, mais on oublie la compétence de, en fait, à quel moment je prends la décision et comment je la prends bien, en fait. Exactement. Et là-dessus, ce n'est pas une question de savoir ou de lien, c'est une question d'écoute intérieure, donc de discernement. Et en fait, les moteurs décisionnels dont je parle, les rois, sont des gens qui sont naturellement contextuels. C'est-à-dire que si tu prends, pour opposer cérébral et décisionnel, bah c'est comme opposer De Gaulle et Napoléon. Hein. De Gaulle, c'est « je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Donc, ça donne des choses puissantes au départ, mais qui ont du mal à s'actualiser. Tandis que Napoléon, comment faites-vous la guerre? On engage puis on voit. Ouais. C'est-à-dire, c'est le Ouais. terrain qui commande. Voilà. Ok. Et puis, si on mettait le troisième pôle, c'est Sarko, qu'importe le module pourvu qu'il y ait de la vente. Ouais. Qu'importe, C'est et Hollande, d'abord qu'apporte le aimez-moi et après module on voit. pourvu qu'il y ait du consensus. Non, c'est-à-dire qu'en fait, les relationnels, eux, leur sujet, c'est pas tant le fond ou l'action, leur sujet, c'est qu'il y ait une occasion d'interaction. Dans un monde où tout est vote et tout est interaction et tout est like et tout est sondage, bah, c'est des professionnels de générer les occasions d'interaction. Ça, le Ok. relationnel. Donc ça, c'est la première réponse, c'est, on pourra développer encore là-dessus, c'est il y a quand même fondamentalement, il ne faut pas le nier, quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité. Pour enfoncer le clou, c'est la différence entre un médecin Mère Teresa, un médecin expert-chercheur ou un médecin urgentiste. Sur le papier, ils peuvent avoir le même CV, mais dans la durée, leur quête et leur génie est différent. Le médecin Mère Teresa, quelle que soit l'occasion d'interaction, tout est bon parce que son génie, c'est le lien, c'est de développer les gens. Le médecin expert-chercheur, lui, il veut du chelou parce qu'il a besoin d'être renouvelé sur son contenu. C'est le En ça, chirurgien. c'est le chirurgien expert ou c'est le chercheur en centre Oui. qui veut aller sur des thématiques nouvelles. Mais donc lui, il a le génie du contenu, mais il n'a pas forcément l'intelligence des situations. Oui. C'est le logiciel sans Wi-Fi, quoi. Oui. Il y a la puissance, il n'y a pas la connexion. Et puis l'urgentiste, c'est monsieur situation. Et donc on parlait de qualifier la portée. Une fracture ouverte à Moulins un dimanche après-midi, c'est grave. Une fracture ouverte le soir du Bataclan à Percy, c'est pas grave. C'est Il y a moins grave. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup moins grave que tout le reste. Ok. Et donc, tout rapport avec des sujets qui arriveraient en permanence à l'Assemblée nationale, sur lesquels les députés planchent, serait fortuit. 15 jours avant la guerre en Ukraine, on était en train de voter à l'Assemblée nationale comment dégenrer le congé paternité, ce qui était effectivement une priorité nationale dont tout le monde dépendait pour survivre. Donc, tu te dis à quel moment il y en a qui trient pour dire ok, sujet, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais en tout cas, c'est pas prioritaire. Oui. Voilà. Okay. Et donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a une partie de la personnalité. Donc, c'est une connaissance de soi. Une connaissance de soi. C'est où est-ce que je suis bon. Et comme on est formé à tout, quand on sort de l'école, on a des vins partout, mais le vrai sujet, c'est en quoi suis-je durable? Et tu peux avoir... Excuse-moi, mais je t'interromps, mais toi, tu te situes où justement entre relationnel, décisionnel, Moi, décisionnel, et clairement. expert? Décisionnel, clairement. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que, justement, j'ai été peu scolaire, que je me suis révélé dans les situations, que dans tous les accompagnements ou toutes les entreprises que j'accompagne, je ne suis jamais autant à l'aise que quand c'est le bordel.
C'est Et rigolo pour la ça. petite histoire, Oui. anecdote réelle, vendredi dernier, j'ai fait une conf devant 400 personnes pour une structure vraiment top. Et j'avais 2 fois 30 minutes de conf. Quand j'arrive, je suis interrompu par le président de la structure qui me dit Stop, excusez-moi, appel dans la salle, est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un médecin? Une personne vient de tomber, etc. Voilà. Et je me suis dit c'est un cadeau. Ah, bien sûr, tout de suite on a suspendu, on s'est renseigné, Ouais. et j'ai fait en sorte de me renseigner après, à savoir si tout était OK, quoi. Mais le fait de commencer par ce canon conforme où justement tout est déréglé, pour moi c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus Tu te léger. sens bien dans ce genre de situation. Mais bien sûr. Oui, oui. Et, Donc ça, c'est un indice. C'est un indice pour les gens de savoir où est-ce qu'ils se situent. voilà, ceux qui te disent j'adore qu'un plan se déroule sans accroc, comme l'agence Tourisque, plutôt des cérébraux. Plutôt les cérébraux. C'est-à-dire que Ok. pour eux, commander, c'est suivre le plan. Et ils n'aiment pas trop quand il y a des imprévus. Celui qui dit qu'importe le sujet pourvu qu'il y ait de l'ambiance, qu'il y a une qualité de collectif, c'est bon, tu m'as trouvé une finalité, mais on va d'abord travailler collectif, indice plutôt relationnel. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la vie du groupe. Ok. Et là où un décisionnel, il se sent légitime dans les situations. Alors maintenant qu'on connaît à peu près là où on pourrait se situer, justement, maintenant, comment je fais pour travailler sur la capacité à discerner et donc à prendre des décisions? C'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, donc je t'avais promis un truc en 3 points, et comme ça je te réponds. Premier point, la personnalité. Deuxième point, c'est que tu dis est-ce qu'on sera chef ou pas, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il y aura des situations qui nous amèneront à l'être. Ok. Donc là, il n'y a pas le choix, Faut prendre une décision. faut prendre une décision. Donc, et puis, il y a quand même des états de vie dans sa famille, pour soi, où on doit prendre des décisions. Oui, même choisir sa femme ou son mari. Exactement. Oui. Donc, en fait, la décision va fonder quand même plein d'états de vie et plein de moments clés de vie. Et puis, le troisième sujet, avant de répondre à ta question, c'est, pour moi, il y a 3 types de management, et c'est une bonne indication à donner aux gens aussi, c'est que il y a le management de projet, il y a le management d'animation, il y a le management d'opération. Et pour aller vite sur le sujet, les cérébraux, ils sont plus sur le management de projet. Le start-upper ou celui qui développe un projet dans une boîte, c'est souvent des cérébraux. Parce que le management de projet repose d'abord sur la qualité de conception. Donc c'est un type de management où on déroule le plan. Donc ça va bien. Je conçois plus je déroule. Mais là, si on revient aux startups, quand la startup rentre sur le marché, elle se retrouve avec un nouveau patron qui n'est plus la tête du fondateur. Son nouveau patron, c'est l'aléa, c'est l'événement, c'est le marché. Oui. Et donc là, la qualité requise, c'est plus la qualité de conception, c'est la qualité de discernement, justement, pour Ok. faire face aux situations. Et là, c'est vrai que les décisionnels sont 100 fois plus à l'aise. L'astuce, qu'on n'aura sans doute pas le temps de développer aujourd'hui, c'est que le créatif qui crée sa boîte, il faut qu'il se trouve vite en bras droit un Indiana Jones naturellement décideur. Ouais, c'est soit un bon chef de guerre ou à défaut un bon général, quoi. Voilà. Mais en fait, l'idée, la réponse à la complexité, c'est pas l'homme qui va se former à tout, c'est l'équipe complémentaire en personnalité. Et enfin, il y a le management d'animation. Le management d'animation, c'est le management qui développe les gens pour eux-mêmes, typiquement dans l'éducation, les RH, la communication. On a tous eu des profs qui nous ont profondément marqués, qui nous ont fait aimer des matières. C'est pas d'abord par leur savoir, c'est d'abord par leur génie humain. Oui. Donc le relationnel, Ouais. c'est là qu'il fait des merveilles, notamment Ouais. dans l'éducation, parce qu'il s'est créé, hein, c'est le cercle des poètes disparus, voilà, c'est des gens, voilà, au capitaine, au capitaine, et qui s'est généré cette envie humaine. Donc voilà, donc pour répondre à ta question là-dessus, c'est le troisième point, c'est que on peut être chef de manière différente, on peut être chef d'animation pour développer les gens, éducation, on va dire dans un cadre opérationnel plutôt stable, mais dans le développement des gens. On peut être manager de projet, plutôt travailler sur le fond, repousser les limites du fond. Et puis, on peut être manager en tant que tel, chef opération dans la gestion des situations. Voilà. Ok. Et donc, tu avais enclenché sur une question d'après que je n'ai pas oublié, qui est comment se former. Bien sûr, on peut se former. C'est pour ça que j'ai créé l'école du discernement. C'est pour ça que j'interviens dans autant de structures aujourd'hui. Donc tu as créé ta boîte de conseil qui accompagne les voilà, décideurs. j'ai créé Delvice RH, donc ma structure qui travaille depuis maintenant 14 ans et qui a 3 activités. Un, je fais de l'ostéopathie d'organisation. C'est-à-dire que mon premier sujet, précisément, c'est de dire... C'est rigolo comme expression. Bah oui. Ostéopathie de l'organisation. En fait, ça m'est venu comme une évidence quand j'ai vu des gens arriver dans mon bureau complètement en mode crampe. Et je me dis, toi, tu as un problème d'alignement. C'est-à-dire que ton poste, c'est l'écart entre ton poste ne correspond pas à ce que tu es. Oui. Ton tempérament ne correspond pas à ce que tu fais. Voilà. Oui. Et donc, en gros, l'ostéopathie d'organisation, c'est quoi? C'est faire aligner muscles et squelettes. C'est-à-dire faire aligner le poste à la personnalité. Si tu me mets
Si tu me mets si tu mets, pardon, Einstein, directeur des opérations dans une structure, Ça va mal se passer. voilà. Et Oui, donc, il dit: «Ah ouais, mais c'est parce que les process sont pas bons, on ne oui. sait pas communiquer». Non, c'est que tu es Ou pas à ta place. ou à l'inverse, si tu mets Indiana Jones à la tête d'un cabinet de recherche, quoi. Bah, voilà, où tu lui demandes de cracher des idées et tout, il va rien cracher. Lui, Oui, il est créatif dans l'action et créatif situationnel, si je veux dire. oui. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, donc ma deuxième activité, c'est ça. Donc là, ça fait déjà très longtemps, j'interviens dans les boîtes où il y a des crises humaines. Je vais diagnostiquer qui est qui est à sa place, qui est pas à sa place, qui manque, aider au recrutement futur s'il faut, même si c'est jamais moi qui le fais pour pas de conflit d'intérêt, hein. Mais je peux donner un avis sur des candidats à un moment crucial. Et puis, j'accompagne le collectif à se remettre en mouvement autour de la mission. Voilà. Et puis, je gère aussi quand il y a eu des problèmes de personnalité toxique dans les structures aussi, c'est un sujet important. Donc ça, c'est première activité. Deuxième activité, c'est d'accompagner des grands patrons. Donc ça, c'est passionnant parce que j'ai pu le faire au niveau public et privé. Et puis, troisième activité qui est effectivement ce qui explose aujourd'hui, qui est la formation. Parce OK. que je m'aperçois que, bah, encore une fois, le module discernement, c'est-à-dire le module comment intérieurement je sais que je décide bien, c'est un sujet qui est quasi jamais abordé. On aborde aujourd'hui la décision que comme un sujet d'avoir la bonne information. Tu peux avoir toute la bonne information qu'il faut et pas savoir décider pour autant. C'est vraiment passionnant ce que tu nous racontes, François. Le temps tourne, donc on va terminer avec 3 questions. Oui. La première, c'est j'aimerais vraiment que tu t'adresses, directement à ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui se retrouvent un petit peu dans des situations où ils doivent prendre une grosse décision. Ils sentent qu'ils sont à un moment de leur Mmh. vie. On a tous ces moments-là où on doit prendre une grosse décision, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans nos relations amicales, familiales, voire même dans les relations amoureuses. Typiquement, quelqu'un qui doit prendre une décision pour savoir si, bon, bah, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Quel est un petit peu génériquement le meilleur conseil que tu peux donner, que tu peux nous donner pour être en mesure de faire un vrai travail de discernement et donc de prendre la bonne décision? Rapidement, si tu peux. Ouais, clairement. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il va falloir d'emblée trier entre la décision d'urgence qu'il faut prendre et sur lequel tu auras pas beaucoup de temps, des décisions de long terme sur lesquelles tu as le temps. C'est des modalités différentes. Donc bien t'assurer que tu as le temps. Entre guillemets, je vais être un peu basique, si tu hésites entre, voyage en Grèce ou en Croatie, en fait, Oui, c'est la même chose quand même. le vrai sujet, c'est comment tu vas le vivre. Oui, Donc en fait, voilà. Et donc pour les questions un peu du quotidien, mon sujet, c'est prends le temps, minimum, hein, prends le temps d'écouter, prends le temps de prendre la photo, comme je dirais, de juste te faire une idée. Mais dis-toi que c'est l'énergie que tu mets dans la décision qui compte presque plus que la décision. OK. Et d'une part, et dis-toi aussi qu'il n'y aura jamais de décision parfaite. Et dis-toi enfin que faut avoir ce que j'appelle l'intelligence du rebond. C'est en fait, c'est pas grave, tu parti en Grèce, tu t'aperçois qu'il y a eu ça en Croatie, c'est pas grave. Et puis, au fait, de la Grèce, tu t'aperçois que tu as d'autres opportunités et en fait, tu vas rebondir. Et en fait, l'essentiel, c'est d'être disponible à tout ce qui arrive et tu vivras d'autant mieux que tu es disponible à tout ce qui arrive pour le transformer en favorable qu'à regretter indéfiniment un choix qui aurait été mieux et en fait, tu ne le sauras jamais. Donc ça, c'est sur la décision vraiment du quotidien. Du quotidien, OK. Sur les décisions majeures comme ça, notamment amoureuses, et cetera, et comme tu sais, moi aussi, j'ai fait une masterclass là-dessus, plusieurs étapes. C'est ce qui me paraît important, c'est déjà bon, de prendre le temps de se connaître, encore une fois, pour connaître un peu ses biais. Le deuxième sujet, en fait, je qualifie le discernement comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est-à-dire qu'en fait, le discernement, c'est ni un raisonnement ni un fantasme, pour faire simple. C'est pas des accumulations de critères. Et c'est pas juste vivre intensément quelque chose. Ça, c'est les deux pièges. Quand tu hésites indéfiniment entre deux projets ou entre deux personnes, en général, c'est quoi la solution? Tu dirais? J'en sais rien. Si tu hésites indéfiniment entre deux personnes, Bah, c'est aucune des 2. bah voilà, tu as tout compris. Oui. L'épuisement du raisonnement signifie l'absence d'évidence. Donc, quand tu OK. t'épuises dans le raisonnement, il y a une troisième voie quelque part. Ou en tout cas, ce n'est pas le bon moment. On peut dire ça aussi. C'est La pas le logique bon dit moment. ce qui est bon en soi, le discernement dit ce qui est bon maintenant. Il y a une logique temporelle. Ce n'est pas le bon moment. Donc, tu reportes. OK. Donc De- pour toi, le discernement, c'est d'abord poser le temps, sur les questions majeures, c'est poser le temps pour atteindre l'évidence et l'évidence viendra au bout d'un moment. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, hein, c'est ce que j'appelle un peu les trois critères de l'évidence. C'est la paix, bien sûr.
pour être en capacité de recevoir, c'est la répétition. C'est-à-dire, la meilleure manière de savoir si quelque chose est juste, c'est d'arrêter d'y penser. Oui. C'est le repousser, c'est le remettre loin pour voir si ça revient. Hein, c'est comme quand on voit un texto assassin. Au lieu de l'envoyer tout de suite, tu poses ton téléphone, tu vas faire autre chose et tu reviens après voir si ton état est le même. Et donc, tu vas voir que tu vas enlever beaucoup d'éléments, Beaucoup d'insultes. beaucoup d'insultes dans ton truc. Voilà. Oui. Et donc, le deuxième sujet, c'est la répétition, c'est-à-dire ce que j'appelle le jokari de l'évidence. Tu repousses pour voir si ça revient. Ok. Si ça ne revient pas, c'est que c'était un fantasme. C'est-à-dire que c'était justement quelque chose d'intense, mais de provisoire. Et le troisième critère, c'est que ça s'installe. C'est que tu as beau faire, c'est là. Pourquoi ça s'installe? J'ai dit, écoute, accumuler jusqu'à l'évidence. L'évidence, c'est la manifestation de la réalité. C'est-à-dire que l'évidence, c'est la réalité qui s'impose à ton jugement. C'est là. C'est ta réalité. Ok, très bien. Merci beaucoup François. Alors, donc tu as écrit, on a parlé de ces 2 livres-là, qui sont un petit peu tes livres de formation, donc Le temps des chefs est venu et Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Donc c'est vraiment 2 livres que je vous recommande chaudement. Vous pouvez les trouver donc sur... c'est Artege celui-là, et celui-là il est auto-édité. Edelweiss Édition. Ouais, Edelweiss Édition. On peut les trouver, tu as un site internet, quelque chose ouais, comme ça? tout est accessible et puis même par toutes les plateformes. C'est dans Ok. pas mal de librairies et dans toutes les plateformes. On vous Fnac, met les Amazon, liens etc. dans la description de la vidéo si vous voulez les trouver. Voilà, c'est de livres. Mais alors, tu as aussi écrit 2 romans. Alors, le premier, c'est Code 418, que j'ai beaucoup aimé. Ça raconte un assaut pendant la Première Guerre mondiale, une espèce de groupement presque commando de poilus qui prennent d'assaut une colline. Et donc, tu racontes ça et tu racontes le processus de décision du chef. Donc ça, je le recommande chaudement. Mais tu as aussi écrit Les Feux de Notre-Dame. Alors lui, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. Pas encore, toujours pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit sur Notre-Dame de Paris? En quoi son histoire récente t'a touché? Bah, pareil, pour 2 raisons essentiellement. C'est-à-dire que, première raison, c'est comme tout Français, en fait, quand Notre-Dame s'effondre, il y a une part de toi qui s'effondre. Ouais. La cathédrale extérieure fait effondrer la cathédrale intérieure. Et donc, pour moi, il y a forcément, on ne peut pas rester indifférent à ça. C'est une part de patrimoine, je ne peux pas dire mieux ici, qui s'en va et qu'on ne peut pas laisser partir. Et si j'articule ce cœur de Français aux tripes du chef que je cherche à être, c'est que il est absolument vain pour moi dans la vie, c'est vraiment ma leçon de vie, de décortiquer indéfiniment les événements pour voir qui a tort, qui a raison et donner un rapport. Vous voyez, on vit dans un monde d'analyse, de responsabilité, de culpabilité. Les événements sont faits pour nous offrir des possibilités de rebond. C'est le principe même de la vie. Et un chef, il n'est pas là pour commenter ce qui n'a pas marché, il est là pour transformer la difficulté en rebond. Et cette idée, c'est de me dire, plutôt que de pérorer indéfiniment, même si c'est bien que certains s'en occupent, hein, heureusement que ça se fait aussi, hein, s'il y a des responsabilités, il faut qu'elles soient établies. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas ça, hein, bien sûr. Mais, en revanche, en tant que chef, mon souci, c'est de me dire comment on peut faire en sorte que ces événements soient la plateforme d'un renouvellement, d'une résurrection. Et pour moi, en fait, le cadeau qui nous a été fait malgré tout dans cet incendie, c'est de faire prendre conscience à quel point la quasi-totalité des Français a été profondément ébranlée de ça, se sentait reliée à ça, prenez conscience, et c'est pour ça que j'encourage à 2000% ta démarche au patrimoine, prenez conscience à l'occasion de cette chute qu'il appartenait à un tout culturel, à un tout historique, qui le maintient ensemble et qui l'élève. Et il n'y a pas meilleure élévation qu'une cathédrale, et il n'y a pas besoin d'être croyant pour être élevé par une cathédrale. Voilà. Et que pour moi, j'ai voulu du coup en faire un roman de résilience, c'est-à-dire que ce roman, c'est une enquête policière qui arrive de manière très savante pour décortiquer justement qui a fait quoi. Et au fait, les protagonistes de l'affaire vont tous avoir un rendez-vous intime avec Notre-Dame. Okay. C'est-à-dire que l'enquête extérieure va se transformer en enquête intérieure. Okay. Et Notre-Dame nous amène à plonger à l'intérieur, à la fois sur une résilience personnelle, mais pour moi aussi une résilience collective d'un pays qui se retrouve quelque part convoqué sur son âme. Est-ce que pour toi, il y a un petit peu un esprit français du chef et qu'on retrouve un petit peu justement dans Notre-Dame de Paris, rapidement, hein, mais moi personnellement, je te pose la question parce qu'en fait, je trouve que oui. Je trouve que notre patrimoine, que notamment Notre-Dame de Paris et son histoire récente,
incarne particulièrement un génie qu'on a, je parle pour nous parce que c'est ce que je connais, mais je trouve qu'on a un génie en France de cette capacité à, dans les moments tendus de crise, etc., en fait, de retrouver le vrai sens, de la mission et de la décision. Et donc, en fait, on arrive rapidement à réincarner ce qu'on peut faire de plus beau. Et je trouve que notre pays, tout le patrimoine, toute la beauté qu'on trouve en France est symbolique de tout ça. Non, c'est très juste, c'est très beau, et c'est très beau et c'est très vrai ce que tu dis. Mais c'est en fait, On n'a jamais dit, tu vois, on dit toujours qu'un Français, il est bon quand il a les pieds dans la merde. oui, Tu vois. mais en fait, et je pense que d'ailleurs, le sens profond de ton hommage et de ton témoignage, c'est de voir à quel point, on revient à la subsidiarité, hein, mais il est grand temps de célébrer cette énergie française plutôt que de l'assommer. C'est-à-dire que tu mets les Français dans la galère, tu leur laisses un espace de liberté. Je rappelle que Français, Francus, affranchi, Oui. libre, c'est notre esprit structurel, souverain. Tu redonnes la marge de manœuvre à un Français, tu es dérouté Et- chaque jour par la puissance de ce qu'il peut produire. Et je pense que tu dis, en fait, c'est l'incarnation du chef, oui, mais du chef et son collectif. C'est-à-dire que Du tu chef et retrouves, son équipe. voilà, tu Ouais. retrouves tout là-dedans. C'est-à-dire que tu trouves le côté, le point commun, c'est l'élévation. Et cette énergie folle que le Français prend quand on lui laisse un champ singulier, il a besoin de marquer une âme singulière, le Français. C'est toute son histoire en Europe, hein. Il est sorti de toutes les normalisations pour avoir toujours quelque chose de singulier. L'art classique, il n'y a qu'en France qu'il y a ça. L'art gothique aussi, L'art gothique qui aussi, a rayonné partout. partout, Ouais. contrairement au baroque. Et donc, et en fait, tu mets ça, c'est-à-dire que tu retrouves tout. Tu retrouves le management de projet, tu retrouves l'architecte qui prévoit des trucs de fou, Oui, je et le vois très bien. créatif français qui va faire des choses exceptionnelles. Tu retrouves le côté structuré du français qui peut être chiant quand il est hyper légal et législatif, mais qui est extrêmement utile quand on fait des sujets d'envergure comme ça. Tu retrouves tous les corps de métier, tous les génies des savoirs. Tu retrouves tous les gens qui, par vagues successives, ont redonné du souffle, ont redonné du sens. Parce qu'il n'y a pas de cathédrale sans les évêques qui disent aussi à quoi ça sert, et quelle est la finalité. Il y a il y a toutes ces masses de petits pauvres qui viennent donner du sens et qui usent la cathédrale de l'intérieur par leur prière et leur présence. Et puis, tu as tous les chefs intermédiaires qui ont permis à ces collectifs à chaque fois de se remettre dans l'affaire. François, j'ai l'habitude de conclure nos entretiens par une question qui est un peu mon gimmick, mais qui est la question que j'aime poser à tous mes invités. Oui. Quel est ton plus grand rêve? Tu as 30 secondes top chrono. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de manière indirecte ou indirecte, être aux côtés des décideurs clés de notre pays pour qu'enfin ils puissent se reconnecter à sa plus grande finalité. Waouh! Tu as dit beaucoup en très peu et c'est génial. Et on va se laisser méditer sur cette conclusion. Merci beaucoup François d'être venu. Avec joie, merci à toi. J'étais vraiment très heureux de discuter avec toi Merci à face toi. caméra. Et puis, on aura certainement l'occasion d'approfondir ces discussions. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à enclencher les discussions aussi avec François. Il regardera la vidéo, il pourra répondre à vos commentaires, je répondrai aussi. Posez-lui toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir sur son site internet et sur les liens qu'on vous met dans la description pour ses livres. Voilà, c'est 4 lectures assez faciles. Les livres ne sont pas très gros, ils se lisent facilement, je vous les recommande chaudement, et puis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager la vidéo et de la commenter, cela nous aide à grandir, je compte sur vous.